Ces objets fascinants que sont les trous noirs m'ont accompagné toute ma vie, en tout cas toute ma vie de chercheur. J'ai initialement une formation de mathématiques pures que j'ai faite à l'université de Marseille et c'est passé l'une de ces bifurcations extraordinaires et merveilleuses dans la vie d'un individu où j'ai eu l'occasion de lire à ce moment-là un ou deux livres de bonne vulgarisation qui commençaient à parler des trous noirs à une époque où ces objets restaient une hypothèse théorique absolument pas étayé par des observations astronomiques, et également des articles sur le Big Bang. Et c'est ça qui m'a fait comprendre finalement les mathématiques, la géométrie qui me passionnaient, permettaient d'avoir des outils intellectuels pour aborder ces objets absolument fascinants. Donc les trous noirs m'ont accompagné, comme je l'ai dit, pendant 40 ans, et très rapidement, c'est vrai que j'ai eu l'idée, face à une communauté astronomique des années 70, qui ne croyait pas encore vraiment à l'existence des trous noirs. On peut le comprendre, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'observation astronomique corroborer vraiment leur existence. Voilà, donc je me suis amusé à calculer, parce que je dis amusé parce qu'il y a un côté ludique aussi dans la recherche, je me suis amusé à calculer à quoi ressemblerait un trou noir entouré d'une structure lumineuse, en tenant compte des lois de la relativité générale. C'est comme ça que voilà, je suis rentré dans ce domaine magique et mystérieux des trous noirs, et après je n'ai cessé d'approfondir le sujet avec les crêpes stellaires et ainsi de suite. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 40 ans, le sujet a incroyablement évolué. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, surtout sur le plan expérimental et observationnel, puisque notamment en 2015, il y a eu la détection des ondes gravitationnelles émises par la fusion, les collisions de trous noirs stellaires, et puis évidemment les fameuses 2 images télescopiques de trous noirs, 2019 et 2022, qui me permettaient justement un petit peu de retrouver les simulations numériques que j'avais faites. Donc c'est une opportunité formidable d'écrire un 3e livre sur le trou noir, parce que j'en avais écrit 2 précédemment, mais en tenant compte de toute cette actualité, et puis quand même adressé à un public peut-être un peu plus large. Et finalement, la formule de diviser un vaste sujet en 100 questions brèves, la plupart des questions ont d'ailleurs été posées lors des innombrables conférences publiques que j'ai faites, et faire des réponses brèves, simples, mais je pense assez complètes. Ça a été un grand plaisir d'écrire cet ouvrage. Alors les images présentées comme les premières images télescopiques de trous noirs supermassifs au cœur de 2 galaxies, d'abord la lointaine galaxie Messier 87, un trou noir gigantesque, enfin en tout cas un objet de masse très importante, 6 milliards de fois la masse du Soleil, entouré donc effectivement d'une grande structure lumineuse qu'on appelle un disque d'accrétion, puis le trou noir digalactique, en tout cas le candidat trou noir galactique, on va dire, Sagittarius à étoile, 4 millions de fois la masse du Soleil tout de même, heureusement il est assez loin, il n'y a pas de danger. Donc c'est vrai que ça a fait... Bon, moi personnellement, par rapport aux simulations numériques que j'avais faites donc 40 années auparavant, ça a été, le mot peut-être consécration est peut-être trop important, mais ça a été la suite d'une belle aventure, parce que c'est vrai que lorsque j'avais fait ces calculs-là, je n'imaginais pas que de mon vivant, on arrive à construire un ensemble, un dispositif expérimental. En plus, ce n'est pas ma partie, moi je suis un théoricien, je ne suis pas du tout dans les instruments. Je ne savais pas que grâce à l'interférométrie radio, en construisant un réseau de radiotélescopes de taille planétaire, on arriverait à cette résolution angulaire extraordinaire qui correspond à peu près à essayer de voir une pièce de monnaie placée sur la Lune. C'est à peu près la taille apparente de ces 2 trous noirs supermassifs dont on parle. Alors quand je dis 2 trous noirs supermassifs, il faut dire en fait des candidats trous noirs supermassifs. Parce qu'effectivement, bon, le trou noir, c'est un objet qui est prédit par la relativité générale. Sa définition exacte, c'est un horizon des événements, c'est-à-dire c'est une frontière de l'espace-temps au-delà de laquelle on ne peut pas voir, parce qu'il n'y a pas d'information qui sort, mais on pourrait éventuellement y pénétrer. Mais on peut dire que d'une certaine façon, a-t-on une preuve absolue qu'il s'agit bien de trous noirs? Alors c'est vrai qu'il faut voir que ces images télescopiques ont été prises d'ailleurs, pas directement évidemment comme des photos, ça n'a rien à voir avec des photographies, c'est une analyse, une reconstruction à partir d'une masse phénoménale de données. Après il y a une grille de lecture, c'est-à-dire pour interpréter l'image, il faut comparer à des simulations numériques
plus sophistiquée que celle que j'avais faite 40 années auparavant, et tout un ensemble de choses. Et simplement, disons que les caractéristiques finalement qui sortent de cette image reconstruite, elles sont compatibles. Elles ne prouvent pas qu'il s'agit absolument de trous noirs avec des érosions d'événements, mais elles sont compatibles avec tout ce que prédit la théorie. Et quand on lit les articles, il semblerait que les objets alternatifs, on peut toujours imaginer une variante de la relativité générale ou d'autres objets qui ne sont pas strictement parlés des trous noirs, mais qui se comporteraient plus ou moins comme des trous noirs, en tout cas dans leur environnement. Il semblerait quand même que la plupart des objets massifs alternatifs ne reproduiraient pas ces choses observées. Donc le seul fait d'ailleurs que les deux images se ressemblent, avec l'œil noir central et les couronnes lumineuses, pour deux objets qui ont des masses énormément différentes, hein. L'un est 1500 fois plus massif que l'autre, donc c'est un peu invariant d'échelle. Ça correspond à l'un des théorèmes d'ailleurs, enfin, l'une des propriétés fondamentales des trous noirs, hein, cette sorte d'universalité des objets finalement assez simples, avec deux paramètres seulement. La masse, c'est ce qu'on appelle le moment angulaire, qu'on appelle le trou noir de Kerr. Les propriétés de l'espace-temps autour sont les mêmes. Donc c'est quand même un des arguments assez forts. On ne dira pas que c'est une preuve absolue de l'existence des trous noirs, en tout cas dans l'horizon des événements, mais c'est quand même très très fort. Après avoir travaillé beaucoup sur les trous noirs, ce que je n'ai cessé de faire d'ailleurs, il y a toujours d'autres activités évidemment en parallèle et d'autres sujets de recherche. Moi j'ai toujours été intéressé par les sujets de recherche qui sont un petit peu en dehors des clous. Et je me suis aperçu justement un peu par ma formation de géomètre et de mathématicien que dans la discipline un petit peu reine de l'astrophysique qu'on appelle la cosmologie, la plus ambitieuse, hein, essayer de comprendre les propriétés à grande échelle de l'univers, avec des très anciennes questions que déjà les philosophes et savants grecs se posaient. Par exemple, l'espace, est-ce qu'il est fini ou infini? Est-ce qu'il a des bords, pas de bords, ce genre de choses. Ces questions-là relèvent pas seulement de la géométrie, de la courbure, mais ça relève aussi d'une autre discipline merveilleuse qui s'appelle la topologie, qui est une branche de la géométrie qui, indépendamment des distances qu'on appelle les métriques, va traiter au contraire des formes globales des espaces. Et je me suis aperçu que la topologie était très largement négligée dans la cosmologie traditionnelle relativiste. Et donc, voilà, donc j'ai lancé un programme d'études, je me suis associé à des collaborateurs, dont un très brillant mathématicien américain, Jeff Weeks, qui était l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la classification des formes d'espace possibles. Et nous avons étudié comment on pouvait les appliquer au modèle de la cosmologie. Le modèle standard, hein, le modèle de Big Bang, univers, espace à l'expansion, avec ce que vous voulez, les ingrédients, matière noire, énergie sombre, si vous voulez, ce genre de choses, hein, avec un éventuel Big Bang, et ainsi de suite. Mais la forme de l'espace, c'est laquelle? La relativité générale seule ne dit pas quelle est la forme de l'espace, sauf le cas particulier, on a une courbure dite positive, on est sûr que l'espace est fermé, fini. Mais dans les autres cas de figure, on lisait constamment dans la littérature sur les modèles de cosmologie que si l'univers est plat, terme anglo-saxon, c'est-à-dire sans courbure, l'espace était infini, et pareil s'il avait une courbure négative, hyperbolique. Ah ben non, c'est faux. Avec la topologie, on peut parfaitement construire de façon complètement cohérente, on peut construire des univers sans courbure ou à courbure négative qui sont parfaitement repliés sur eux-mêmes, fermés. Pour ça, il faut faire appel à des modèles qu'on appelle des topologies multiconnexes, que moi, pour les besoins de la vulgarisation, j'ai appelé les univers chiffonnés, parce que j'aime bien utiliser des images simples, frappantes pour le grand public, pour faire passer des choses un petit peu complexes. Prenez une feuille de papier qui a des bords, vous supprimez les bords, pour faire un espace fini sans bords, collez les bords, vous faites d'abord un cylindre, après vous recollez deux bords, vous faites une sorte de chambre à air qu'on appelle un tore. Après ça se généralise à 3 dimensions, et simplement pour donner une idée de la complexité des choses, au lieu simplement de coller des bords, vous froissez, vous chiffonnez la feuille, c'est-à-dire vous réalisez plein de connexions avec des régions apparemment lointaines de l'espace, mais en fait vous les reconnectez, hein, cette multiconnexité comme on l'appelle, et vous fabriquez des formes d'espace absolument fascinantes. Fascinantes parce que ce sont des espaces finis, fermés, sans bords, mais qui peuvent créer des illusions d'optique parce que entre deux points, vous multipliez le nombre de trajets possibles, le nombre de lignes droites en géométrie. Or, en relativité, les lignes droites sont emportées par les rayons lumineux.
Donc si vous avez plusieurs lignes droites entre deux points quelconques de l'espace, vous avez plusieurs rayons lumineux, donc vous avez des démultiplications d'images. Et ce qui m'avait fasciné dans ce genre de recherche, c'est qu'on pouvait réellement importer ces modèles topologiques dans les modèles standards de Big Bang, mais qui changeaient simplement notre perception sur la taille de l'espace, avec notamment une proposition que nous avons faite avec mon équipe en 2003, un espace particulier que je trouvais particulièrement séduisant parce qu'il était aussi esthétique, qu'on appelle l'espace dodécaédrique de Poincaré, qui pouvait expliquer certaines bizarreries que l'on observait dans ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors tout le problème de ces modèle d'espace à topologie complexe, c'est évidemment de pouvoir tester expérimentalement. On peut très bien évidemment avoir un espace physique réel avec une topologie compliquée, mais avec des échelles spatiales plus grandes que l'échelle de l'univers observable. Et donc cette topologie-là, on n'aura pas de traces observables par les observations. En revanche, donc, nous avions proposé en 2003, pour expliquer certaines, qui paraissaient à l'époque certaines anomalies dans les modes vibratoires du jeune univers que l'on peut extraire à partir des cartes très précises du rayonnement fossile, qui avaient été prises d'abord par le satellite américain de WMAP, puis après par le télescope européen Planck. On peut étudier des corrélations particulières entre les différentes régions du rayonnement fossile, et si on a certains modèles d'espace à topologie multiconnexe, et notamment l'espace dodécaédrique de Poincaré que nous avions proposé dans un article publié dans la revue Nature, et puis de façon un peu plus sophistiquée dans des articles plus spécialisés, bien cet espace-là, dans notre modèle, était légèrement plus petit que l'univers observable. Et donc, il y avait des sortes de démultiplications, alors non pas des démultiplications de galaxies qu'on verrait en de multiples exemplaires, mais des corrélations assez subtiles dans le rayonnement fossile, sous la forme de paires de cercles vus dans des endroits différents sur la carte du rayonnement fossile, mais qui seraient en fait les mêmes points. Donc, on avait effectivement un test possible, un test observationnel possible. Il est vrai que ces cercles-là, dont le nombre de paires était prévu, la taille angulaire était plus ou moins prédite, n'a pas été trouvé dans les données, dans une analyse fine des données de Planck. Bon, alors peut-être que simplement, effectivement, le modèle d'espace dodécaédrique de Poincaré n'est pas le bon. En tout cas, à une échelle inférieure à celle de l'horizon. On pourrait avoir une topologie de l'espace de Poincaré, totalement compatible avec les équations de relativité. Si c'est sur une échelle supérieure à l'échelle de l'horizon, il n'y aura pas de traces observables. Alors on peut se demander maintenant, il y avait en fait un catalogue quasiment infini d'ailleurs de modèles à topologie multiconnexe, mais évidemment il y a des contraintes. Il y a aussi des contraintes théoriques, c'est-à-dire qu'on mesure aussi également la courbure par d'autres méthodes, la courbure de l'espace. Il semblerait qu'il y a un intervalle de confiance sur la mesure de la courbure très proche d'une courbure nulle. Moi je me suis toujours élevé contre le fait de décréter que la courbure soit strictement nulle, peut-être très légèrement négative ou très légèrement positive, ce qui change énormément de choses, hein, voilà. Mais ça impose quand même des contraintes sur la topologie. On ne peut plus mettre n'importe quelle topologie moyennant une certaine courbure donnée très proche de la courbure nulle. Mais il reste quand même, j'ai réactualisé récemment sur les sites internet, sur des articles là sur où on en est, le statut expérimental aujourd'hui de la topologie cosmique. Il reste encore un certain nombre de topologies, peut-être un peu moins belles ou esthétiques que le dodécaèdre, qui ne sont pas incompatibles avec les observations. Voilà. Donc toute la question de savoir, c'est est-ce qu'un jour on aura des outils pour accéder à la topologie de l'univers. Je répète, hein, si les identifications topologiques sont plus grandes que l'échelle de l'horizon, beaucoup plus grandes, on n'aura jamais d'informations sur la topologie de l'univers. D'une part. Et d'autre part, même sur le plan théorique, imaginons des topologies un petit peu bizarre, parce que vraiment la géométrie nous propose un catalogue quasiment infini de topologies. Encore faut-il, après, des raisons théoriques pour dire pourquoi l'espace acquiert telle ou telle topologie. Est-ce que c'est, dans les premiers instants du Big Bang, ce qu'on appelle l'ère quantique, hein, où on a fait la physique quantique, évidemment, également modifie les lois de la relativité générale. Est-ce que la physique quantique donnerait des indications sur une topologie qui se fixerait au sortir de l'ère quantique et après ne bougerait plus? Ben, ça, nos théories ne sont pas avancées, y compris des théories de gravitation quantique actuellement en développement. Il n'y en a aucune encore qui a les moyens et la capacité de prédire la topologie de l'espace. Donc pour moi, ça reste une question absolument fascinante et fondamentale, mais je ne sais pas du tout si elle sera résolue un jour.
Donc, dans ce qu'on appelle le Graal des physiciens théoriciens du XXIe siècle, c'est-à-dire cette recherche d'une théorie qui arriverait à marier la relativité générale et la physique quantique. Donc, pour faire simple, le très grand et le très petit. On ne va pas dire infiniment grand, infiniment petit. Je n'aime pas les termes infinis. Bon, c'est une belle chose sur le plan des mathématiques. Je ne pense pas que l'infini fasse partie de la physique. Enfin, c'est une autre question. Mais donc, effectivement, lier ces deux choses-là avec ces deux théories extraordinaires qui marchent incroyablement bien dans leur domaine respectif, qui en général, on n'a pas le besoin de les mettre ensemble, sauf pour deux raisons. Une raison d'abord conceptuelle. On aime bien avoir des théories plutôt unitaires. Et d'une part, puis d'autre part, après, il y a quand même des phénomènes physiques comme le Big Bang ou les fonds des trous noirs, où vous avez à la fois énormément de gravitation dans la relativité générale, et puis après, vous avez effectivement des configurations ultra denses, ultra chaudes, ultra petites, donc vous avez forcément la physique quantique. Et donc, pour résoudre ces points obscurs, de ce qu'on appelle les modèles standards, le modèle standard de la cosmologie a un énorme point obscur. Si vous extrapolez les équations à l'envers, le Big Bang, c'est un point infinitésimal, c'est une absurdité. Tout devient infini, la courbure devient infinie, la température devient infinie, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment admissible sur le plan de la physique. Et on se dit, en se basant d'ailleurs sur toute une longue expérience du passé, où on s'aperçoit qu'en quantifiant certaines choses, on fait disparaître certains infinis. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui apparaissent, mais enfin bon. Hein, on se dit que si on arrive à quantifier la gravitation, eh bien peut-être qu'on élimine ces points obscurs, que seraient par exemple les singularités. Voilà. Alors, on sait que c'est une activité qui mobilise beaucoup de grands esprits de plus de 80 ans. Hein. Einstein lui-même s'était un petit peu cassé les dents dessus. Après, le relais a été pris. Alors, j'ai voulu un petit peu synthétiser, après tout ce travail que j'ai fait sur le trou noir, puis sur les univers chiffonnés, sur la topologie cosmique, je me suis intéressé à faire un petit peu, non pas travailler techniquement sur toutes ces approches-là, il faut une vie entière pour chacune de ces approches, hein, si on veut vraiment plonger techniquement dedans, mais bon, avec le recul, faire un petit peu une analyse, quelles sont les voies plus ou moins prometteuses, est-ce que ça résout tel ou tel problème, des modèles standards, à la fois de la cosmologie, le modèle standard de particules, qui a aussi quelques problèmes et quelques failles et quelques défauts. Alors on peut rêver qu'une théorie résoudrait tous ces problèmes. Pour l'instant, aucune ne le fait, mais il y a quand même des approches différentes. Alors j'ai essayé de synthétiser 7 parmi ces approches. Donc il y a la théorie des cordes, évidemment, qui est la plus connue parce que c'est la plus travaillée. Il y a la gravité quantique à boucle, qui est la deuxième, etc. Et parmi toutes ces approches, alors d'autres, le grand public n'a jamais entendu parler. Alors dans le livre que j'ai publié, qui s'appelle L'écume de l'espace-temps, je pense que c'est le seul livre pour l'instant au monde qui essaie de parler en termes relativement simples et vulgarisés de les ensembles causaux, la sécurité asymptotique, les triangulations dynamiques causales, enfin ce genre de choses, de termes qui paraissent un petit peu extravagants, mais chacune, la gravité anthropique, chacune représente des approches extrêmement originales, toujours fondées d'ailleurs, souvent fondées, pas toujours, mais souvent fondées sur une liberté d'invention géométrique à laquelle je tiens beaucoup. C'est d'ailleurs le sujet de ma conférence de demain, c'est le rôle de l'imagination géométrique. Là. Et pour répondre précisément à la question, parmi toutes ces approches, celle qui m'a le plus... chacune m'a enthousiasmé parce que d'une certaine manière, parce que chacune présente des originalités, mais celle qui finalement m'a le plus enthousiasmé, c'est l'approche non commutative. Alors, ça vient aussi du fait que, de par ma formation de géomètre, on a une généralisation extraordinaire de la géométrie. De la même façon que les géométries non euclidiennes généralisaient les géométries euclidiennes et avaient permis de faire un bond en avant appliqué à la physique, puisque sans géométrie euclidienne, il n'y aurait pas de relativité générale, eh bien, le génie dans Lincoln et des mathématiciens qui ont travaillé là-dessus, c'est de généraliser les géométries riemanniennes à ces géométries non commutatives, en se fondant aussi sur ce truc-là, enfin cette propriété qu'on appelle la non-commutativité que l'on trouve dans les opérateurs de la physique quantique pour construire un espace-temps qui soit à la fois relativiste et quantique. Et c'est l'approche, je pense que techniquement d'ailleurs c'est la plus compliquée, la plus difficile à comprendre, mais je trouve que c'est la plus prometteuse et c'est celle vraiment qui m'a le plus séduit.